Bonjour Olivier Granilic. Boker Tov, Rudy. Les négociations entre Washington et Téhéran semblent aujourd'hui au point mort et en Israël, on observe la situation avec méfiance. Oui, tout à fait. Selon les responsables israéliens, le scénario actuel est finalement considéré comme le plus favorable. Pas de reprise immédiate des combats, mais le maintien de la pression économique sur le régime iranien. Et le message venu de Jérusalem est clair. Les sanctions et le siège économique imposés à l'Iran, notamment les restrictions qui frappent ces exportations de pétrole, affaiblissent progressivement le pouvoir à Téhéran. Et un responsable israélien estime que c'est avant tout la crise économique qui pourrait provoquer à terme un changement politique en Iran. La politique en Israël à présent, Benjamin Netanyahou a choisi de réserver sa première place sur la liste du Likoud à un entrepreneur venu de la Silicon Valley. Et il s'agit d'Oron Dombrovski. C'est un homme d'affaires israélo-américain considéré comme l'un des pionniers de la high-tech israélienne et notamment connu du grand public pour sa participation à l'émission Shark Tank israélienne, le Krishim israélien. Et s'il entre à la Knesset après les élections, Oron Dombrovski devrait être chargé de promouvoir l'intégration de l'intelligence artificielle dans les grands secteurs de l'État comme l'éducation, la santé, l'économie ou encore les services publics. Et puis c'est l'information de la nuit. En Israël, Benjamin Netanyahou annonce le placement de 3 poids lourds du Likoud sur cette liste pour la prochaine Knesset. Oui, il s'agit du ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, le ministre de la Défense, Israël Katz, et le président du centre du Likoud, Chaim Katz. Ce sont 3 responsables qui bénéficieront donc d'un placement réservé. Ils n'auront pas besoin de participer aux élections internes du Likoud, qui devra encore être validée par la direction du parti, en même temps que les réservations des places que doit proposer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Du côté des démocrates, place à la polémique. La mère d'un ancien otage accuse Yair Golan de revenir sur sa promesse. Oui, il s'agit d'Enev Zangonker. La mère de l'ancien otage Matan Zangonker accuse Yair Golan d'avoir renoncé à une promesse faite avant les primaires du Parti des démocrates. Le chef du parti lui avait proposé une place réservée éligible sur la liste pour les prochaines élections législatives. Elle affirme avoir accepté cette proposition, avoir renoncé sur cette base à participer aux primaires ou à étudier d'autres options politiques. Mais Yair Golan serait finalement revenu sur cet engagement. Le dirigeant des démocrates a reconnu avoir déçu Enev Zangonker et lui a présenté ses excuses. Il explique toutefois avoir changé de décision pour respecter le vote de 113 000 membres du parti qui ont participé aux élections primaires. Au chapitre diplomatique, maintenant, la Colombie reconnaît officiellement la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Et le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, a félicité le nouveau président colombien pour cette décision et l'a remercié pour ce qu'il qualifie de geste important envers Israël. Cette reconnaissance marque un changement de position de Bogota sur le dossier particulièrement sensible. Pour Jérusalem, le contrôle du Golan présenté comme un enjeu stratégique majeur, notamment en raison de sa position dominante face à la Syrie. On revient à la tech. Après la cybersécurité, Israël veut devenir un acteur majeur du secteur de l'intelligence artificielle. Et Benjamin Netanyahou a présenté le nouveau programme national israélien consacré à l'intelligence artificielle avec une ambition affichée, faire d'Israël une puissance mondiale dans ce domaine stratégique. Le Premier ministre veut reproduire le modèle qui a permis à Israël de s'imposer dans la cybersécurité. Le nouveau plan prévoit des investissements massifs dans les infrastructures informatiques, le développement de capacités de calcul avancées et la création même d'un ordinateur quantique national, mais aussi la formation de milliers de spécialistes capables de travailler dans ces nouvelles technologies. Et puis on en parlait dans le chiffre du jour. Netanya vient de dépasser Rishon LeZion et devient officiellement la 4e ville la plus peuplée de l'État d'Israël. Avec seulement, Rudy, 5 habitants d'écart.
Selon les données du registre de la population et de l'immigration, Netanya compte désormais 289 121 habitants contre 289 116 pour Rishon LeZion, 5 habitants qui font la différence. Et derrière cette différence symbolique se cache une réalité. La croissance rapide de Netanya devient, depuis plusieurs années, la ville attire de nouvelles familles grâce au développement de nouveaux quartiers résidentiels et confirme son statut de pôle urbain majeur au centre d'Israël. Au classement national, Jérusalem reste largement en tête avec plus d'1 million d'habitants devant Tel Aviv et Haïfa. Merci Olivier Granilly, qu'on vous retrouve dans 25 minutes à 7h30. Ça sera pour la revue de presse israélienne. À tout à l'heure. Et à 8h05 sur Radio Qualité, on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce mardi 11 août 2026 avec une journée très chaude, largement ensoleillée sur l'ensemble du pays. Il fera jusqu'à 32 degrés à Haïfa, 34 à Tel Aviv, 32 degrés aussi ici à Jérusalem, 36 à Beersheba et jusqu'à 42 degrés aujourd'hui à Eilat. Nous allons tout de suite parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza et plus exactement de ce plan qui a été proposé pour le désarmement et pour un plan en 15 points présenté comme une feuille de route pour l'avenir de la bande de Gaza qui suscite de nombreuses réactions internationales. Mais du côté israélien, ce plan est rejeté. Jérusalem estime qu'il ne répond pas aux exigences sécuritaires d'Israël, notamment sur la question du désarmement du Hamas, du contrôle de Gaza et des garanties qui sont nécessaires pour éviter une nouvelle menace terroriste. Alors, pour en parler, nous recevons Maître Alexandre Bensoussan, qui est avocat d'affaires au sein du cabinet Herzog Foss Neeman et surtout qui est réserviste au sein de l'unité Egoz. Alexandre, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier et merci de me recevoir. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est un peu par hasard que je vous ai contacté, mais quand je vous ai contacté, vous étiez encore dans la bande de Gaza et vous êtes revenu hier. Vous êtes actuellement, vous faites une période de réserve de Milouim dans la bande de Gaza, et donc c'est encore plus intéressant d'avoir votre point de vue et de savoir ce qui se passe justement dans la bande de Gaza actuellement et de parler après de ce plan en 15 points. Mais d'abord, peut-être dans la limite de ce que vous pouvez nous raconter, bien entendu, sans secret militaire, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quelle est la situation aujourd'hui dans la bande de Gaza ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça ? Alors écoutez Olivier, moi depuis le 7 octobre, j'ai effectué plus de 6 cycles de Milouim, donc de réserve, et j'ai été dans la bande de Gaza pour plus de 200 jours. Donc j'ai été au Liban, en Judée-Samarie, dans la bande de Gaza, mais dans la bande de Gaza en elle-même, j'ai été pour plus de 200 jours. J'ai été au nord de la bande de Gaza, au centre de la bande de Gaza, lors de toutes ces péripéties, et maintenant au sud de la bande de Gaza, puisque je me situe maintenant entre Rafah et Khan Younes. La situation dans la bande de Gaza, à mes yeux, a énormément changé, puisque lorsqu'on est amené, en fait, lors des différents cycles de Milouim éparpillés sur ces 2 ans et demi qui se sont écoulés depuis le 7 octobre, à être amené, en fait, à aller à différents points et surtout à différents moments, puisqu'en fait, c'est des cycles qui sont espacés parfois de 6 mois, 8 mois. On voit vraiment, en fait, une évolution depuis 2-3 ans. Et à chaque fois, on retrouve la bande de Gaza on la redécouvre en fait sous un autre angle avec des avancées qui nous surprennent. C'est-à-dire que par exemple le premier cycle de réserve, c'est-à-dire vraiment le lendemain du 7 octobre, c'était vraiment un paysage de combat. Il y avait, on va dire, des opérations. C'était un cycle qui était très offensif, donc il y avait des opérations à faire tous les jours, etc. Et il s'avère en fait que les cycles qui ont suivi, c'est-à-dire que lorsque j'y suis retourné en septembre dernier et lorsque j'y suis retourné, donc il y a de ça maintenant 1 mois et demi, j'ai quitté donc la bande de Gaza hier, j'y retourne lundi prochain.
Je trouve que on est dans une phase qui est beaucoup plus défensive, dans laquelle les missions opérationnelles sont, on va dire, beaucoup plus espacées, extrêmement sporadiques. On occupe maintenant du terrain. J'y étais donc par exemple en septembre dernier. Je trouve que la situation n'a pas forcément beaucoup changé depuis. C'est-à-dire que c'était à l'époque la date, c'était au lendemain. Juste avant, c'était à l'époque en fait où les derniers otages ont été rendus. Et où on a commencé à camper, on va dire, on a commencé à camper en fait au niveau de la ligne jaune. Et c'est vrai qu'on est extrêmement statique, je trouve, dans la bande de Gaza. On est dans une position qui est extrêmement défensive. Donc, on construit des campements, c'est-à-dire que notre vie opérationnelle a beaucoup changé. On n'est plus maintenant dans des bâtiments, on est dans des campements qui sont fortifiés. Et on s'occupe en fait dans un périmètre qui est assez restreint de neutraliser des tunnels, de neutraliser en fait des derniers postes opérationnels du Hamas. Alors justement, on va parler du Hamas, mais avant de parler du Hamas, on a entendu aussi certaines informations en provenance justement de la bande de Gaza qui disaient que justement l'armée était sur sa défensive et que si les soldats devaient d'une manière ou d'une autre agir, il fallait demander des autorisations et que c'est devenu de plus en plus difficile. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué, que vous nous confirmez ? Absolument, absolument. Je vais vous donner le meilleur exemple pour ça. Dans Tsahal, il y a ce qui s'appelle les Naaleh Pticha Be'esh, c'est-à-dire en fait les conditions sous lesquelles en fait on peut ouvrir le feu. À l'époque, donc lors du premier cycle de réserve, étant donné qu'on était dans une opération en fait dans un esprit beaucoup plus offensif, vous êtes dans une période de guerre, donc par conséquent en fait le périmètre autour de l'endroit où vous trouvez ou lorsque vous partez en fait en mission offensive dans la bande de Gaza, le périmètre en fait, vous pouvez ouvrir le feu lorsque vous voyez un danger, vous percevez un danger, et c'est selon en fait votre considération, votre pouvoir, enfin c'est selon votre discrétion en fait en tant que soldat. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe. Il faut demander en fait l'autorisation d'un officier supérieur, c'est-à-dire d'un chef de bataillon, d'un magad. Donc en fait, c'est beaucoup plus précautionneux. Je trouve que la sécurité des soldats est quelque part mise en danger. Puisqu'en fait, lorsqu'on devient beaucoup plus restrictif, lorsqu'on devient beaucoup plus strict concernant les conditions sous lesquelles on peut ouvrir le feu dans un territoire qui est quand même un territoire qui continue d'être un territoire en guerre, où on a quand même tous les jours, presque toutes les heures, des observatrices qui nous font part du fait que il y a des individus qui essayent de passer la ligne jaune. Alors ça peut être pour différents motifs. Il y a des individus qui essaient de passer la ligne jaune pour faire de la contrebande, et des individus qui essaient de passer la ligne jaune pour faire du recel, du trafic. Il y a des individus qui essaient de passer la ligne jaune pour essayer de mettre en danger, on va dire, des soldats. Donc c'est vrai que c'est complexe dans ce contexte-là d'accepter en fait le fait que les conditions se sont durcies et que ça vient à l'encontre, on va dire, ça peut potentiellement mettre en danger les soldats qui s'y trouvent encore. Et concernant justement les terroristes du Hamas, est-ce qu'ils sont toujours actifs ? Est-ce que vous les voyez en train d'essayer de se réarmer, de reconstruire l'organisation ? Alors, par rapport à ça, en fait, je pense qu'il y a deux aspects. Je vais vous répondre en tant que soldat. Il s'avère que avant chaque cycle de réserve, vous avez bien évidemment en fait une semaine avant de rentrer dans la bande de Gaza où vous vous réentraînez et vous avez, on va dire, des discussions avec toute votre équipe et avec aussi l'intelligence militaire qui vous fait part en fait des dangers dans la région, de l'information qui a pu être récoltée dans la région. Nous, il s'avère qu'on couvre un périmètre qui est quand même assez grand, c'est-à-dire toute la région qui est la région tampon, qui est la zone entre Rafah et Khan Younes. Et il s'avère en fait que dans toute cette région, la seule poche de guérilla du Hamas qui subsistait, c'est un groupuscule, c'est un petit groupe en fait de 11 terroristes dont on n'a pas de nouvelles depuis déjà 7 mois. On ne peut pas confirmer en fait qu'ils ont été neutralisés puisqu'on n'a pas, vous savez, pour confirmer qu'un terroriste a été neutralisé, il faut qu'il y ait une photo en fait de sa dépouille qui soit identifiée par les services de renseignement intérieur. Il s'avère que ça n'a pas pu être le cas. Donc apparemment, ils auraient été neutralisés dans l'effondrement d'un tunnel
il y a de ça plusieurs mois, mais pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que si on part du principe que le seul danger dans une zone qui est assez large, c'est une petite poche de guérilla en fait de 11 terroristes dont on n'a plus de nouvelles, a priori les capacités du Hamas sont quand même grandement impactées, grandement neutralisées, et il s'avère qu'en termes de danger, d'affrontement au jour le jour, la situation est nulle. C'est-à-dire on sent qu'on est dans une zone de conflit, de par les paysages de destruction sans fin qui sont autour de nous, et aussi par notre ressenti, on va dire qu'on a quand même accumulé ces deux dernières années et demie, et parce qu'on a vécu. Mais en tout cas, au jour le jour, le danger n'est pas du tout présent. Pas du tout présent. En revanche, à côté de ça, un deuxième aspect de ma réponse, ça va être en tant qu'avocat qui représente les familles de victimes du 7 octobre et aussi de nombreux otages qui sont revenus donc en vie depuis maintenant à peu près un an et qui m'ont tous fait part vraiment les yeux dans les yeux que les terroristes continuaient à creuser lorsqu'eux-mêmes étaient dans les tunnels pour plus de 10 mètres par jour et vivent tout à fait très bien là où ils sont, quoi. Donc, il y a quand même ces deux aspects-là. Alors, justement, concernant cet aspect, cette semaine, Israël, Benjamin Netanyahu a rejeté un document en 15 points, justement, concernant la démilitarisation du Hamas. Et il a dit que Tsahal ne se retirera pas tant que le Hamas ne sera pas véritablement désarmé et continuera d'éliminer toute menace contre nos soldats et nos citoyens. Là, je vous pose la question plus en tant que citoyen, qu'avocat, et aussi un peu comme réserviste. Est-ce que vous pensez qu'on arrivera à une situation où le Hamas rende totalement les armes? Eh bien, écoutez, Olivier, le problème, c'est qu'on a quand même tout ce que je vous ai dit, il faut le prendre quand même avec un petit peu de retenue, puisque finalement, en fait, lorsque je vous dis que on est quasi plus en fait dans un climat de conflit dans la bande de Gaza, qu'il se passe quasiment plus rien, il y a presque plus aucun affrontement. C'est vrai, mais c'est vrai en fait dans le périmètre de la zone, on va dire, qui est au-delà de la ligne jaune, c'est-à-dire zone contrôlée par Israël. 70% à peu près du territoire de Gaza. C'est-à-dire à peu près 70% du territoire. Ce qu'on sait en revanche, et c'est un point qui est très intéressant, c'est que je pense que vous vous en rappelez comme moi j'étais présent en fait lors des points de dépôt, c'est-à-dire de nourriture, vous savez, qui avait été mis en place jusqu'à à peu près fin 2026. C'est-à-dire qu'en fait, on avait laissé des sociétés américaines, le WCK, le GHF, on va dire, amener de la nourriture à des points, déposer la nourriture et faire en sorte, en fait, que la population de Gaza puisse elle-même, on va dire, récupérer la nourriture. Le problème, c'est que cette solution n'a pas marché. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on traite, on va dire, directement avec des équipes qui, au point de Kerem Shalom, vont récupérer, en fait, de la nourriture et l'amènent directement dans la bande de Gaza. On sait que le Hamas touche de 10 à 15%, donc pille et contrôle, et s'est remis à contrôler, on va dire, la nourriture là-bas. On sait qu'il a toujours une place prépondérante, en fait, au sein de la petite enclave qui est, on va dire, sous tutelle palestinienne / Hamas. Et on sait en réalité, par l'évolution des choses, ça passe, on parle de nourriture maintenant, mais la nourriture, c'est devenu un petit peu le nerf de la guerre à Gaza. Celui qui la contrôle, on va dire, contrôle la population. On sait que le Hamas est toujours présent, et on sait en fait qu'il arrive toujours à maintenir en fait d'une main de fer son emprise sur la population gazaoui. Et je peux tout à fait comprendre que tant qu'on n'a pas de garantie qui soit en béton par rapport à cet organisme, qui est un organisme, voilà, on aura cesse de le rappeler, c'est le bras armé des frères musulmans en Palestine, entre guillemets. Ça a été créé en fait à ce but-là, et c'est un mouvement qui est jusqu'au boutiste. Donc je pense qu'exiger son désarmement total jusqu'au dernier rang de sa reddition totale et pouvoir en avoir des garanties, ce qui est extrêmement complexe, mais pouvoir en avoir des garanties, c'est absolument le minimum. Je le comprends tout à fait. Et je veux rajouter quelque chose, c'est que je pense aussi que le fait que ce qui soit exigé aujourd'hui par le Likoud,
ça vient aussi dans une logique politique dans laquelle le Likoud est quand même assez acculé et qu'il faille, vu la situation extrêmement complexe à la veille des élections, qu'il faille exiger cela pour pouvoir montrer à ses électeurs qu'il a une position quand même assez ferme vis-à-vis de ça, étant donné qu'ils n'ont pas réussi à amener une victoire conséquente, brillante et éclatante sur aucun des trois fronts pour le moment. Je dis bien pour le moment. Donc il y a un aspect, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a aussi dans cette décision de Benjamin Netanyahou, il y a un aspect politique. Ah, bien évidemment, on est sur de la politique dans tout. Il y a un aspect politique dans tout à mes yeux. Et je pense que la situation est en train de nous échapper légèrement vis-à-vis de l'Iran. On voit qu'on a une emprise qui est très limitée maintenant par rapport à ce qui se passe, puisque Donald Trump semble le lundi enclin à frapper, le mardi enclin à raser la civilisation iranienne, et puis le mercredi à s'asseoir prendre un verre de thé avec les gardiens de la révolution. Par rapport au Liban, on voit que les pourparlers évoluent, mais est-ce que c'est un point mort? Est-ce qu'on arrivera véritablement à faire en sorte que le Hezbollah soit désarmé complètement? La perte de deux soldats la semaine dernière, bon, qui est certes due à l'explosion d'une maison, mais nous ramène quand même à des heures assez sombres. On ne sait pas où est-ce que ça évolue. Et la situation avec le Hamas dans la bande de Gaza, vous savez, on s'est retrouvé tellement de fois dans cette boucle et enlisé dans les sables de Gaza depuis la nuit des temps, même depuis 1948, que ce soit à plomb durci, que ce soit à Soukeitan, donc à bordure protectrice, à pilier de défense, ou maintenant, qu'en réalité, si jamais on ne montre pas à la population, et nous-mêmes, qu'on n'exige pas des conditions, des termes qui sont extrêmement stricts, on n'arrivera pas à grand-chose. On a l'impression, en vous entendant, qu'il n'y a pas vraiment de solution, sauf celle de rester dans la bande de Gaza encore un temps assez long, de contrôler encore cette population. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre? On parle peut-être éventuellement d'un retour d'Israéliens dans la bande de Gaza. C'est quelque chose que éventuellement vous imaginez? Alors, moi je pense qu'il y a 2 points positifs dans l'approche qu'on a à Gaza aujourd'hui. C'est premièrement le fait d'avoir réussi en fait à utiliser, le mot peut certes paraître un peu manipulateur, mais je pense qu'en réalité, ça profite à la population gazaoui aussi. C'est le fait d'utiliser les dissensions qu'il y a au sein de la population gazaoui pour pouvoir en fait en tirer avantage. Je pense que c'est réciproque. Il faut comprendre que la population de Gaza, ce n'est ni plus ni moins, en fait, c'est le reflet en fait d'une population. C'est une population qui est extrêmement fractionnée. Elle est souvent présentée comme une population qui est extrêmement unie. Elle est souvent présentée en fait sous l'image de, vous savez, la veuve et l'orphelin par les caméras du monde. Mais en réalité, dans la bande de Gaza, vous avez une infinité de groupuscules, de clans. Il y a le Hamas. Il y a le djihad islamique, il y a les familles mafieuses, donc les Hamoulotes, il y a la population gazaoui, il y a la population qui est affiliée au Hamas, la population qui l'est moins. C'est pour ça que parfois on parle on ne sait pas trop où se situer. On dit qu'il y a des villes, des pans de Gaza qui sont extrêmement riches, des pans de Gaza qui sont des camps de réfugiés. Tout est vrai. Tout est vrai. J'ai été dans les quartiers qui sont extrêmement riches. J'ai été dans les camps de réfugiés de Gaza. Dans les camps de réfugiés, les conditions de vie sont insalubres. Et dans les quartiers riches, ce qui quand même représente une grosse partie de la population de Gaza, puisque la ville de Gaza City est quand même une ville dans laquelle vous pouvez trouver des immeubles immenses avec des appartements entièrement marbrés, d'une richesse inouïe. En réalité, c'est une population qui marche, on va dire, en fait, la population qui va être affiliée au Hamas et aux groupes qui ont de la force va très bien vivre. Et à côté de ça, les gens qui ne vont pas être affiliés au Hamas vont vivre de manière tout à fait pauvre et dans des conditions qui sont assez insalubres. Et en fait, je pense que une des forces justement de la tactique israélienne, ça a été de comprendre qu'il y a des familles mafieuses qui sont opposées au Hamas,
qui veulent garder leur emprise à certains endroits de la bande de Gaza et de leur proposer en fait de leur donner des vivres, de leur donner des munitions, de leur donner de la force, de leur garantir en fait le fait qu'ils restent en place à certains points dans la bande de Gaza, de commencer à travailler avec elles et aussi de commencer en fait à travailler avec des mouvements qui ne supportent plus depuis maintenant des années l'emprise du Hamas sur la population, ce qui est vraiment le cas. Il y a vraiment depuis des années, depuis toujours, des poches de population à Gaza qui ne supportent pas le joug du Hamas. Je pense que ça a été une grande force. Et il y a aussi le contrôle de la nourriture. Alors, je vous ai dit précédemment que le Hamas réussit à récupérer, à avoir en prise sur 10 à 15% de la nourriture. Je pense que la nourriture, c'est quand même le nerf de la guerre. Je pense que jouer là-dessus, c'est une bonne chose. Mais en réalité, malgré ces 2 points que je viens de vous évoquer, si jamais on ne reste pas suffisamment longtemps, ne serait-ce que pour neutraliser l'ensemble du réseau de tunnels ou les tunnels principaux qu'on arrive à repérer dans le périmètre qu'on contrôle aujourd'hui, c'est-à-dire 70% de la bande de Gaza, ça va être très complexe. Et à mes yeux, dans 10 ans, on y est encore. On y retournera encore. Ok, très bien. En tout cas, merci pour ce témoignage direct de la bande de Gaza. Bonne chance pour votre retour dans la bande de Gaza la semaine prochaine. Et merci beaucoup, Alexandre, d'avoir été avec nous ce matin. Boker Tov. Merci de m'avoir reçu, Olivier. Boker Tov. Et on commence avec une révélation faite hier par la chaîne 12. Les États-Unis, Israël, la Syrie et l'Agence internationale de l'énergie atomique seraient parvenus à un accord pour neutraliser un ancien site nucléaire secret en Syrie. Et selon les responsables américains et israéliens, ce site surnommé Site 99 contenait des matériaux nucléaires hérité du programme clandestin développé sous le régime de Bachar al-Assad. Israël aurait exigé que ces matériaux soient retirés, allant jusqu'à menacer de frapper le site s'il restait en place. Selon Washington, ces éléments ne permettaient pas de fabriquer une arme nucléaire classique, mais pourraient être utilisés pour une bombe dite sale, diffusant des matières radioactives. Après plusieurs mois de discussions secrètes, l'AIEA devrait prochainement commencer l'évacuation de ces matériaux hors de Syrie. Puis un nouveau sondage de la chaîne 12 place une nouvelle fois Gadi Eisenkot en tête des intentions de vote. C'est bien sûr au chapitre politique que nous parlons de ce sondage et son parti, le parti de Gadi Eisenkot, obtiendrait 24 sièges à la Knesset devant le Likoud de Binyamin Netanyahou qui recule à 22 mandats. Le parti de Naftali Bennett continue également sa progression avec 15 sièges, tandis que les démocrates de Yair Golan atteindraient 11 députés. Du côté des blocs politiques, l'opposition conserve son avance avec 60 sièges contre 50 pour les partis de la coalition actuelle et 10 pour les partis arabes. Un sondage qui teste également l'impact de l'arrivée de nouvelles formations et le nouveau parti de Gilad Erdan reste pour l'instant sous le seuil électoral avec seulement 1,3% des intentions de vote. Puis à l'approche des élections, justement, les petites formations politiques israéliennes font face à un nouveau défi, réussir à franchir le seuil électoral. Et selon une analyse du centre Taob, reprise ce matin par le Yediot Ahronot, le nombre de voix nécessaires pour entrer à la Knesset devrait fortement augmenter en raison de la hausse du nombre d'électeurs. En 2022, une liste avait besoin d'environ 155 000 voix pour obtenir des députés. Pour les prochaines élections, ce chiffre pourrait atteindre jusqu'à 200 000 voix selon le taux de participation. La conséquence, plusieurs partis actuellement proches du seuil électoral risquent de disparaître si des alliances ne sont pas conclues. Des formations comme celle de Benny Gantz, de Gilad Erdan ou encore le parti de Hili Tropper et Yoez Endel pourraient avoir donc du mal à atteindre les 3,25% nécessaires pour entrer à la Knesset. Et selon le centre Taob, les responsables de ces petits partis doivent prendre une décision stratégique. S'ils ne peuvent pas garantir environ 200 000 fois, ils risquent de gaspiller des centaines de milliers de votes et d'influencer directement
la composition du prochain gouvernement. Et tous les quotidiens de ce matin reviennent aussi sur la décision de la Colombie de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et le Israël Hayom en fait même sa une ce matin. La décision a été annoncée par le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui l'a qualifié d'historique. Il a remercié le nouveau président colombien pour cette décision prise quelques jours seulement après son entrée en fonction. Dans son communiqué, le gouvernement colombien souligne l'importance stratégique du Golan pour la sécurité d'Israël et sa capacité de se défendre face aux menaces régionales. Jérusalem espère désormais que d'autres pays suivront cet exemple. Et le quotidien Israël Hayom tire ce matin la sonnette d'alarme sur la mortalité des enfants dans les accidents. Depuis le début de l'année, le quotidien nous apprend que 90 enfants ont perdu la vie dans des accidents en Israël, faisant de 2026 l'année la plus meurtrière de la dernière décennie. Et la principale cause reste les accidents de la route qui représentent plus de la moitié des décès, suivis par les noyades, les chutes et les étouffements. L'organisation B'Terem, spécialisée dans la sécurité des enfants, explique que cette hausse s'inscrit dans un contexte particulier. Les vacances d'été, la fatigue accumulée après une longue période de tension sécuritaire et une baisse de vigilance peuvent avoir des conséquences dramatiques. Dans le Negev, une école prépare les scientifiques et les ingénieurs de demain. Et c'est le Yediot qui nous parle de cette école à Yerouham. Le centre d'excellence et d'innovation scientifique permet à des élèves de la maternelle au lycée de découvrir des domaines comme la robotique, les drones, l'espace ou encore l'intelligence artificielle. L'objectif est de réduire les écarts entre le centre d'Israël et la périphérie du pays en donnant aux jeunes les mêmes opportunités d'accéder aux unités technologiques de Tsahal, aux universités et au monde de l'entreprise. Les élèves participent à des compétitions nationales et internationales de robotique et apprennent aussi à mieux se présenter, à avoir confiance en eux et à valoriser leurs compétences. Pour Victor Larenko, ancien élève devenu aujourd'hui enseignant dans le centre, cette formation lui a appris à croire en lui-même. Et pour terminer, un moment particulièrement fort a eu lieu hier dans le kibbutz Nir Oz. Shagai Dekel Chen, libéré en février 2025 après 498 jours de captivité à Gaza, s'est produit pour la première fois dans le lieu même où il a été enlevé le 7 octobre. C'est ce que nous apprend la chaîne E24 News. Dans le cadre du Festival d'Israël, il interprète 9 chansons qu'il a écrites et composées pendant sa détention. Et il raconte que la musique a été pour lui une source de survie dans les moments les plus difficiles, ne pouvant ni écrire ni jouer. Il a mémorisé les paroles et imaginé les mélodies dans sa tête. Après sa libération, il a enregistré ses chansons dans un hôpital avant de commencer à les préparer sur scène. Pour Shagai Dekel Chen, ce concert à Nir Oz n'est pas une célébration ni une victoire, mais une étape de son histoire. 4 mots. Il a suffi de 4 mots pour enflammer la politique française cette semaine. She's France's last hope. C'est Elon Musk qui l'écrit sur X mercredi dernier. Elle, c'est Marine Le Pen qui vient de redevenir éligible pour la présidentielle de 2027. 8 millions de vues en quelques heures et immédiatement le grand cri ingérence étrangère. Alors posons-nous la question calmement, est-ce que c'est vraiment de l'ingérence ? Juridiquement, non. La loi française vise ceux qui agissent en secret pour le compte d'une puissance étrangère. Musk parle en son nom publiquement et la liberté d'expression ne s'arrête pas aux frontières. Quand Barack Obama a appelé à voter Emmanuel Macron en 2017, personne ne trouvait à redire. Mais voilà le vrai sujet. C'est un sujet de technologie, pas de politique. Musk n'est pas un citoyen ordinaire qui donne son avis, il possède la plateforme. Son tweet, c'est une opinion. Mais son algorithme, lui, décide de ce que voient 240 millions de personnes, ce qui est amplifié, ce qui est enterré. D'ailleurs, la justice française enquête déjà sur X, précisément pour ça, des soupçons de favoritisme algorithmique. Et pendant qu'on débat à Paris, regardez ce qui s'est passé à Washington. Donald Trump, dans son allocution solennelle depuis la Maison-Blanche, a parlé que d'ingérence électorale. Il accuse en effet la Chine d'avoir piraté 220 millions de fichiers d'électeurs, des fichiers largement publics
par ailleurs, et quand deux de grandes chaînes refusent de diffuser son discours, il menace de leur retirer leur licence. Vous voyez le paradoxe? L'Amérique crie à l'ingérence chinoise, la France crie à l'ingérence américaine, Musk crie à la censure, tout le monde crie à l'ingérence, chacun sait ce qu'il arrange. Et au milieu de tout ça, le Sénat français vient de publier un rapport au titre magnifique, les zones grises de l'information. Son constat, il nous concerne tous, on ne sait plus où finit l'information, où commence la manipulation. On s'informe sur TikTok, plus que dans les journaux. Un Français sur 8 s'informe déjà en posant ces questions à une intelligence artificielle. Alors voilà ce que nous pouvons retenir, c'est que c'est valable en France, en Belgique, en Israël, partout. La vraie question de nos démocraties, ce n'est plus de savoir qui a le droit de parler. Tout le monde a le droit de parler, même Elon Musk. La vraie question, c'est qui règle le volume. Un tweet, c'est une opinion. Un algorithme qui choisit qui le voit, c'est un pouvoir. Et ce pouvoir-là, personne ne l'a élu.